Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau Club Mounegou historique dans cette période un petit peu compliquée pour tout le monde de confinement. On s'est dit qu'on allait vous accompagner avec à minimum une émission par semaine et on va donc s'attaquer maintenant à l'équipe type. On va répartir ça sur 4 émissions. On va vous expliquer un petit peu le détail dans un second temps, mais en tout cas pour m'accompagner pour cette première émission, il y aura Boris et Damien. Salut les gars. Bonsoir à tous les confinés. Bonsoir à tous les confinés et les réfractaires. Non, ceux-là un petit peu moins. Bonsoir à tous les confinés aussi, voilà. Ouais. Et petite pensée, puisque j'anticipe, par rapport au poste dont on va parler, à savoir les gardiens et les défenseurs latéraux, petite pensée à un des plus grands latéraux de l'histoire de l'ASM, de Monaco, le Prince Albert, qui lui également confiné de force. Voilà, petite salutation amicale, petite pensée. C'est vrai qu'on a appris. Bon, après, voilà. Ça fait que 3 jours, donc on va pas trop... Pour l'instant, tout se passe bien. On verra lors de la 4e émission, donc dans un mois. Ça sera peut-être un petit peu plus dans le dur, mais bon. Pour l'instant, tout va bien, évidemment. 3 jours, c'est pas non plus la fin du monde. Messieurs, avant de commencer vraiment l'émission sur cette équipe type, donc justement, et de rentrer dans les détails, rapidement, un petit retour sur le post qui du coup a été posté hier. Pour vous, auditeurs, sur les résultats de vos votes sur le top 10 Afrique. Petite déception quand même, globalement, même si on pouvait s'en douter. Boris, on avait fait l'émission ensemble et très clairement, on se doutait que certains joueurs seraient un petit peu oubliés parce que pas forcément très connus. Malheureusement, ça n'a pas manqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un peu comme le top 10 Amérique, mais disons que sur l'Afrique, on a peut-être moins de réserves et ça se voit vite quand on oublie des joueurs anciens, des joueurs historiques, parce que ça fait remonter des joueurs qui mériteraient peut-être pas forcément d'être dans le top 10. Et du coup, c'est vrai que des joueurs un peu anciens, un peu oubliés, type Zitouni ou Djibril notamment, mais même un petit peu plus récents, comme des Roger Mendy ou des Abdallah Liégeon, ont souffert de leur ancienneté tout simplement. Ils sont même pas dans le top 10 alors que nous on les avait placés assez haut. Donc essayez aussi d'écouter les émissions avant de voter, hein. Sur l'Afrique, on a un petit peu moins de réserve. Colonialisme sur 20, Boris. Ouais, on en a eu, hein, mais... Faut pas sortir la phrase de son contexte. En effet. Non, mais c'est vrai que... D'ailleurs, le podium, c'est pas des anciennes colonies françaises, je tiens à le dire. Non, pour le coup, c'est vrai. Mais après, voilà, on peut toujours discuter. Est-ce que Nonda doit être 2 ou 4 ou 5 ? Ça me dérange pas trop. Par contre, on avait plus été choqués de la position, évidemment, de Yaya Touré, qui quand même n'a fait qu'une saison au club et qui, en plus, collectivement, était quand même une très mauvaise saison pour l'AS Monaco. Donc, certes, lui avait été correct, mais une seule saison. Pareil, moi, je suis, et vous le savez, je porte Nabil Dirar dans mon cœur. Mais Nabil Dirar, 6e, je trouvais ça un petit peu aussi, même si j'étais content pour lui. Et bon, je parlerai même pas de la place d'Adebayor 8e ou de Islam Slimani ex-aequo avec Mounir Obadi à la place de numéro 10. Alors Slimani, on l'avait bien dit, Boris, pendant l'émission, c'est potentiellement un joueur qui peut atteindre clairement ce top 10 s'il reste au club et qui continue à un tel niveau. Mais pour l'instant, il a rien à faire dans un tel classement, quoi. Non, c'est ça. Ouais, je pense que jusqu'à... Fofana en plus qui est 7ème et on a un petit doute, est-ce que les gens ont bien compris de quel Fofana il s'agissait. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais au final, c'est une bonne chose pour lui parce qu'il mérite d'y être. T'imagines quand même s'ils ont confondu avec le Fofana actuel qui a fait 5 matchs et qui met déjà dans le... C'est un peu chaud quand même. C'est pour ça que j'espère que c'est pas le cas.
Bah, il a fait que 5 matchs et il est français. Hein. Donc de toute façon, il n'a pas grand-chose à faire dans ce top-là, même dans 10 ans. Même s'il reste 10 ans au club et qu'il devient très fort, il sera jamais dans le top 10 des joueurs africains. Quoi. Donc, Yaya Touré est vraiment très haut. Même Nonda, je trouvais quand même un peu haut. Mais bon, je le trouve un peu haut, mais toi, je crois que tu l'avais mis 3 ou 4. J'avais dû le mettre 4. Non, parce que c'était Ikpeba, Wea et Benarbia sur mon podium. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais bon, à la limite, Nonda, perso, c'est pareil, je le trouve un petit peu haut, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Voilà, encore une fois, un peu plus dérangé par les autres joueurs, mais bon, voilà. Les votes ont été ainsi et on les a publiés ainsi, on ne les a pas trafiqués. Il n'y a pas eu de petit malin qui passe. Il n'y a pas eu de petit malin. Non. Bon, voilà, en tout cas, voilà, c'était ce retour rapide donc, sur ce vote. Maintenant, on va passer donc à l'émission en tant que telle. Donc, on va rappeler rapidement les règles de la composition. Donc, on repart évidemment sur un 4-4-2, entre guillemets, à plat. Mais le but étant de bien comprendre qu'on mettra 2 milieux de terrain un peu plus défensifs, relayeurs, centraux, et 2 milieux plus offensifs. On y rajoutera, comme vous en avez eu l'habitude sur les autres équipes, un coach. Et là, ce coup-ci, étant donné qu'on part quand même sur du all-time et qu'on veut quand même récompenser un petit peu plus de monde, on partira également sur un banc de 7 joueurs qui sera composé d'un gardien, de 2 joueurs défensifs, de 2 joueurs plutôt milieu de terrain et de 2 joueurs d'attaque. Voilà, la règle aussi de base, évidemment, je le répète, et on vient d'en parler pour Yaya Touré, on parle bien des joueurs pendant leur période au club, donc ceux qu'ils ont fait sous le maillot à la diagonale, et on peut y rajouter également ceux qu'ils ont fait en équipe nationale, mais pendant qu'ils étaient à l'AS Monaco. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura 4 émissions. Donc on va commencer aujourd'hui par gardien de but et latéraux. La semaine prochaine, on vous proposera la défense centrale et les 2 milieux de terrain donc reculés. Puis une 3e émission sur les milieux offensifs ainsi que l'attaque. Et on conclura par le coach et le banc. Voilà, messieurs, tout est clair. Oui, très clair. Les critères communs, les critères que tout le monde doit plus ou moins utiliser, et après vous mettez le curseur là où vous voulez. Je dis ça, c'est pas forcément pour vous, Boris et Damien, vous êtes au courant, mais c'est aussi pour les auditeurs. Évidemment, on part avant tout sur les stats individuelles. Quand je parle de stats individuelles, on est sur la longévité, un minimum de longévité, encore une fois, et les stats et palmarès qui peut être également individuel. Les stats collectives et donc évidemment le palmarès collectif. Le niveau intrinsèque du joueur forcément compte aussi un minimum. Un mec qui a peut-être joué 500 matchs au club, mais si c'était une quiche au bout d'un moment, il n'a pas forcément non plus sa place dans l'équipe type. Le palmarès en équipe nationale pendant la période au club. Après l'impact, moi j'ai appelé l'impact culturel, vous pouvez un petit peu mettre tout là-dedans. L'impact également sur le standing de l'équipe. Exemple de Radamel Falcao, quand il est arrivé au club, a quand même fait passer le club une nouvelle fois dans un nouveau standing à l'international. Enfin, l'impact émotionnel. Alors, ce que j'ai appelé impact émotionnel, c'était plus sur le style du joueur et sur les grands moments. Par exemple, certains joueurs qui vont avoir ce petit truc en plus d'avoir marqué un but dans un match important, soit pour un titre, soit pour une qualification européenne. Encore une fois, ce sont des arguments moins importants que la longévité ou que le palmarès global, mais qui peuvent aussi, pourquoi pas, faire de temps en temps une petite différence si vous avez un doute entre certains joueurs. Et évidemment, on termine forcément avec la sensibilité personnelle, tout en prenant en compte le reste, mais forcément, on a chacun nos petits préférés, nos préférences à certains postes où il peut y avoir une vraie concurrence, donc forcément après la subjectivité rentre un minimum en compte. Ok, bon, bah maintenant on va pouvoir donc commencer l'équipe, mais avant ça, juste pour signaler que cette équipe a été assez, en tout cas pour moi, assez compliqué à faire. Et il faut savoir que l'AS Monaco, j'ai noté ça, on est la seule équipe de l'histoire de la Ligue 1 à avoir été champion de France sur minimum 6 décennies. On est les seuls à l'avoir fait sur 6 décennies avec l'OM. La différence, c'est que l'OM, ce ne sont pas 6 décennies consécutives. Nous, on est quand même sur 6 décennies consécutives. Depuis les années 60, on a toujours au minimum un titre par décennie. Nantes était à 5. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas réussi à choper un titre dans les années 2010. Je croyais que tu allais dire l'OM, c'est pas sur 6 décennies parce qu'il y en a qui ont été volés. Mais je ne rentrerai pas dans cette polémique. Mais l'OM est bien sur 6 décennies. Mais si j'ai bonne mémoire, moi, j'en ils ont compte 0 dans les années 90 pour l'OM. et du coup, tu nous en comptes 3 de plus.
Je suis Deux. pas sûr qu'on les ait tous nous, mais au moins un ou deux peut-être. Ouais, je crois, Il y a peut-être un ou deux qu'on pour est le 2 PSG. fois second. Ouais. Je crois qu'on est 2 fois second. Donc voilà, donc du coup forcément c'est pour en revenir au fait que c'est peut-être plus compliqué à faire que par exemple des supporters lyonnais où tous leurs titres sont hyper resserrés dans l'histoire et forcément t'as plus tendance à quand même donner de l'importance aux joueurs qui ont quand même apporté des titres à ton club. Et c'est vrai que c'est un petit peu la particularité de notre club, c'est qu'on n'a pas eu réellement d'énormes périodes de domination comme Marseille, même si on peut toujours la discuter. Comme Lyon, comme Saint-Etienne, comme Reims ou comme Paris maintenant. Mais par contre, on a toujours su être régulier et glaner des titres à droite à gauche. Et c'est vrai que ça, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Moi, ça a rendu, en tout cas, la composition d'équipe plus dure, Boris. Ouais, c'est vrai. Alors c'est un facteur que j'avais même pas forcément pris en compte, mais c'est vrai qu'on a fait aucun back-to-back dans l'histoire, par exemple, gagner le titre 2 années de suite ou plus. On a toujours réussi à avoir des pics de performance sur les décennies et en même temps des petits creux aussi. À part peut-être fin 80, début 90, où on a peut-être été assez régulier sur pratiquement 10 ans, mais c'est sûrement la seule période. Le reste du temps, il y a toujours un petit peu à boire et à manger. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes différentes qu'on pourrait avoir envie de représenter avec des candidats à chaque fois assez séduisants pour l'équipe. Et du coup, aussi une période pas de période de domination et en plus, du coup, il faut aller chercher assez loin. Et pour nous, qui sommes encore relativement jeunes, c'est pas toujours évident parce que dès qu'on commence à s'éloigner des années 90, il faut aller creuser un petit peu, il faut aller exhumer les stats, les souvenirs, les vidéos, etc. Et donc, voilà, justement, on a parlé des critères, on va dire, communs et objectifs. Ensuite, voilà, moi, je vais commencer par moi parce que du coup, ça va vous permettre d'un peu comprendre la manière dont j'ai voulu faire mon équipe. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on va parler que du gardien et des latéraux, mais vous verrez quand tout sera fini, il y aura une certaine logique. C'est que, comme on vient de le dire, on a gagné à peu près tout le temps. Du coup, moi, j'ai voulu récompenser dans ma compo même des titulaires et également sur le banc, récompenser au moins un ou deux joueurs de chaque équipe championne. Et j'ai rajouté à peu près au même niveau qu'un titre de champion de France de l'épopée de 2004. Parce qu'on le sait, malheureusement, cette année-là, au final, il se passe rien. Mais quand même, cette épopée est à part. Elle est supérieure à celle de 90, de 92, pardon, vu que c'est la grande Coupe d'Europe. Donc voilà, moi, ça a été un de mes critères que je me suis ajouté en plus. Essayer au maximum de récompenser chaque époque, tout en quand même donnant une importance supérieure aux joueurs à partir des années 80, parce que c'est quand même le foot moderne, et c'est également les premiers pas réellement de l'AS Monaco en Europe, et du coup on passe à un standing supérieur, et voilà, moi c'est les choix que j'ai faits. Je sais pas Boris, on en a parlé avant l'émission, toi t'avais également une ligne de conduite. Ouais, une des lignes de conduite que je me suis fixée, c'est pour le 11 type de all-time, de mettre les joueurs vraiment à leur vrai poste, ou en tout cas à un poste auquel ils ont été très performants. Oui. Autant j'ai pu un petit peu traficoter sur les équipes sur certaines décennies, typiquement quand j'avais mis Fabinho arrière droit pour permettre de glisser un Toulalan au milieu. Là, c'est des choses que j'ai pas voulu faire sur l'équipe all-time, où je vais vraiment essayer de mettre des joueurs que à des postes où ils ont été performants. Et voilà, on va en discuter ne serait-ce qu'aujourd'hui, sans vouloir spoiler. Oui. Après, je sais pas si c'est une ligne de conduite, mais en tout cas, il y a quelques monstres sacrés de longévité que je n'ai pas pu challenger, même si ils étaient probablement inférieurs à d'autres joueurs sur les qualités intrinsèques de joueurs. Mais disons qu'il y a quelques joueurs où, pour moi, ils ont trop marqué le club, ils ont eu trop de longévité, ils ont eu trop de fidélité pour que je prenne pas ça en compte. Et puis, je pense que j'ai beaucoup plus pondéré l'aspect Coupe d'Europe que toi. En fait, j'ai pris mon parti du fait qu'avant les années 80, avant la fin des années 80, il n'y avait pas de... le football était probablement très différent et on avait des joueurs qui n'étaient pas forcément très performants en équipe nationale et qui ne faisaient pas de parcours en Coupe d'Europe. Et du coup, mine de rien, ça compte un petit peu pour les joueurs qui ont ces caractéristiques-là un peu après, mais je ne l'ai pas survalorisé non plus, on va dire. D'accord. De ton côté, Damien ? Je vais en rajouter beaucoup plus que ce qui a déjà été dit, mais je suis beaucoup plus sur la ligne Boris, avec évidemment une mention aussi importante sur des joueurs
qui sont indéboulonnables parce qu'ils sont identifiés comme des légendes. Voilà, il y a des must-have, à mon avis, même si, comme il a rappelé, c'est pas des joueurs qui ont forcément été les meilleurs à leur poste par rapport à d'autres. Mais voilà, par rapport à la fidélité, la longévité, le palmarès aussi, mine de rien, il y a des joueurs qui doivent y être. Et puis sinon, un mix entre cette longévité, cette fidélité et bien sûr des joueurs de talent qui ont marqué le club, même sur un passage un peu plus court, mais qui ont eu une vraie empreinte dans le club par ce qu'ils ont pu apporter en termes de charisme, de niveau, et d'émotion surtout. Donc pas de mention non plus particulière sur les années à partir des années 80 parce que football plus moderne, à part de Coupe d'Europe non plus, j'ai pas spécialement mentionné ça. Même si j'ai pris dans les statistiques, j'ai quand même mentionné ces statistiques-là, voir un petit peu combien de joueurs, ces joueurs-là ont pu jouer de matchs en Europe. Mais il y a un joueur par exemple sur lequel on pourra parler, mais qui a pas forcément beaucoup de matchs européens par exemple, et qui pourtant fait partie des joueurs indéboulonnables pour toutes nos équipes. Donc, on va pouvoir commencer l'équipe, hein. Messieurs, on va commencer par les gardiens de but. Ça, vous en avez l'habitude, on va faire les petites mentions. Forcément, les mentions sont un petit peu resserrées. On avait déjà un petit peu écrémé sur les différentes décennies. Là, on va prendre réellement que la crème de la crème, ou en tout cas les joueurs les plus importants. Boris, je vais te laisser commencer. Parle pas trop de crème, sinon tu vas donner faim à Boris. C'est toi qui dis ça. C'est drôle, ça. Je vais te laisser le premier joueur, Boris, celui que tu as envie de mentionner, mais le plus rapidement, quoi. Eh ben, celui qui, dans mes mentions, qui est un peu plus loin, ce serait peut-être Flavio Roma, qui devait être notre gardien à tous, hein, je pense, sans trop me tromper, sur la décennie 2000. Qui est un gardien avec quand même une belle longévité à Monaco. Il y a pratiquement 8 saisons, alors pas toutes titulaires. Il y a presque 250 matchs. Il n'y a pas de titre de champion de France, à la différence, je pense, de tous les autres qu'on va citer. Il y a une Coupe de la Ligue et il y a notamment l'épopée en Coupe UEFA, en Coupe des Champions, hein, parce que Coupe UEFA, c'était pas ça. En Ligue des Champions, donc 2004, cette équipe dont tu as parlé. Voilà, un gardien assez marquant qui a été capitaine, mais qui reste relativement moyen, on va dire, par rapport à d'autres noms qu'on va citer en montant petit à petit. Ouais, moi, pour monter d'un tout petit étage, je vais parler rapidement d'Ivan Garofalo. Hein, c'est un petit enchaînement de voyelles, parce que c'est quand même le premier gardien, donc champion de France au club en 1961. Après, il n'y a pas tant de matchs que ça au club, parce qu'il y en a 69, un petit peu moins de 70, parce que derrière, il va se faire prendre la place par un autre gardien, Damien, qui lui sera champion en 63, et du coup, je vais te laisser parler de ce joueur-là. Hernandez, Damien. Mais effectivement, ouais, c'est un gardien qui a joué quand même 269 matchs, du coup, avec l'ASM, voilà. Qui a donc 2 titres et un but en D1. Et il a 2 titres, mais rappelons qu'en 61, il est donc remplaçant du gardien que je viens de citer. Il joue très peu lors du titre 61. Bon. Et effectivement, comme l'a signalé Boris, lors d'un match contre Valenciennes, il va marquer un but parce qu'il s'était blessé au bras, donc il avait fini le match en tant qu'attaquant. Et donc il avait marqué un but, donc c'était le tout premier gardien à marquer un but dans le championnat de France. Il n'y en a que 2 ensuite qui l'ont égalé, mais quand même un autre joueur, c'est Subasic, qui lui aussi a marqué un but. Oui. Alors c'était en Ligue 2 par contre. Mais voilà, Monaco a 2 gardiens buteurs. Oh là là, comment t'as passé d'un joueur à l'autre, c'était magnifique. Là. La transition. Ah ouais. La transition sublime, là, sur le but d'un gardien de but. Après, il faut rappeler que c'était un coup franc direct, Subasic. Oui, effectivement. Donc c'était pas dans le jeu. Et c'était aussi dans le Nord, c'était à Boulogne. Et l'autre gardien, c'est quoi? C'est Ahamada de Toulouse. Ouais, Ahamada et 20B. Ah oui, il y a 20B, oui. Exact. Ok, du coup, oui, Subasic, je sais pas, Damien, t'étais parti dessus, donc oui, si tu peux rapidement donner quelques chiffres, c'est très proche de nous. Hein. Oui, c'est encore actuel d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que je mettais Subasic et Romain un petit peu au même niveau. Pas forcément simple de les départager, ne serait-ce qu'en termes de niveau de jeu. Je pense que c'est 2 gardiens qui avaient des qualités assez différentes, mais qui, en termes de niveau, étaient plutôt équivalents. J'en mettrais pas forcément un au-dessus de l'autre. Mais Subasic, pareil, 9 saisons au club. C'est quand même 292 matchs en tout pour l'ASM, dont 38 matchs européens. Ce qui fait quand même qu'il est plus
que celui dont on va citer après. Et puis il y a quand même un titre de Ligue 1, un titre de Ligue 2. Voilà, donc c'est un joueur marquant quand même qui a été capable d'élever son niveau de jeu aussi alors qu'on le pensait menacé. Donc qu'on a vu progresser aussi au fur et à mesure. Maintenant, voilà, c'est un joueur remplaçant et qui a nettement baissé de niveau depuis 2 ans, donc voilà, une fin un peu plus terne. Mais en tout cas, il y a aussi une question avec lui de longévité et de fidélité. On pourrait dire aussi qu'il est finaliste d'une Coupe du Monde en tant que... Oui, pendant son partage. Mais après, bon, la finale, je sais pas s'il faut la citer à son crédit, par contre. Après, plusieurs finales aussi de coupe nationale, malheureusement pas forcément gagnées, quoi. 2 belles épopées, enfin une vraie épopée avec la demi-finale, mais il y a aussi un autre quart de finale. Il faut se rappeler quand même que le match dans lequel il est prépondérant contre City, il est même extraordinaire, parce que le match aller, il faut quand même pas aussi oublier qu'il nous fait une faute de main monstrueuse alors qu'on mène et que Falcao vient de rater un penalty en plus, et qui permet à City de revenir au score avant que Falcao ne marque peut-être un des plus beaux buts de l'histoire du club, tout simplement. Mais oui, donc c'est vrai que par contre le match retour, il avait été extraordinaire, avec un autre joueur dont on parlera peut-être un peu plus tard dans des petites mentions, Radji, qui lui aussi, c'était un de ses meilleurs matchs certainement sous le maillot à la diagonale. Ouais. Mais je pense que sa meilleure saison sous Basic, c'est peut-être la saison 14-15. Saison globale, oui. Ouais, je pense que c'est là où il a été vraiment impeccable du début à la fin. Et puis là, tu parlais d'un match retour en Europe. Moi, je pensais celui notamment face à Arsenal, où je pense que s'il n'est pas là sur ce match-là, on passe pas en quart de finale, tout simplement. Ouais, c'est vrai que je me le suis re-regardé il y a pas très longtemps, ce match-là, et c'est vrai qu'il fait beaucoup de grosses interventions. Après, il y a aussi Arsenal qui est extrêmement maladroit et qui rate quand même Giroud en premier, qui rate quand même le cadre à 1 ou 2 reprises avec des retours improbables de défenseurs qui taclent. Bon, on avait eu beaucoup de réussite sur ce match qu'on perd quand même à domicile 2-0, pour ceux qui s'en souviennent, alors qu'on avait gagné 3-1 au match aller. On s'était fait plus que peur. On avait eu très très peur, et notamment à la fin, je crois, vers la fin, Souba sort un gros arrêt, je crois justement c'est sur Giroud, il me semble. Voilà, donc j'ai encore cette image-là en mémoire, mais ouais, effectivement, il avait été très très important sur ce match et plus globalement sur cette saison. Je pense qu'il a fait sa plus belle saison au club, à mon avis. Boris, bon, rien à ajouter sur les quatre gardiens donc qu'on a fait en mention. Je pense que, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur un des 4. Non, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Ça représente pour l'instant Roma et Subasic, c'est notamment les gardiens qu'on a émis sur les décennies 2000 et 2010. Et du coup, on va vite venir à nos gardiens des décennies 90-80. On n'est pas allé plus loin dans le temps, donc on n'avait pas mentionné Hernandez, mais on serait arrivé là. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'autres candidats après. C'est vrai que sur les titres, on le rappelle, Monaco a donc 8 titres. Il y en a un pour Suva, un pour Garofalo, un pour Hernandez. Et donc les 5 autres sont répartis entre les 2 derniers gardiens, monsieur. Donc je vais vous laisser commencer parce que moi j'ai pas fait le même choix et je sais que ça peut être critiqué. Il me semblait que c'était mon montée crescendo, c'est-à-dire qu'on allait au premier à la fin. Donc normalement, il faudrait que tu commences par le tien. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on termine par celui qui est le meilleur gardien du monde pendant 3-4 ans. Bon, après, c'est chacun son choix. Mais moi, je vais vous laisser terminer par la légende du club, mais moi je terminerai parce que il sera sur mon banc, ne vous inquiétez pas, mais non, je n'ai pas fait le même choix que vous, mais bon, je vais laisser. En même temps, si tu le mets même pas titulaire, mais qu'en plus tu le mettais même pas sur le banc, là je peux te dire que tu aurais eu des problèmes. Hein. Oui. Je vais vous laisser derrière Subasic. Pourquoi vous avez décidé de mettre Jean-Luc Ettori, donc évidemment titulaire de votre équipe, même si je me doute évidemment de vos arguments et qui sont évidemment complètement recevables. Mais j'expliquerai les miens ensuite. Sinon, du coup, s'il faut embrayer sur Ettori, maintenant, je vais le faire. Pour rappeler ces chiffres, donc c'est quand même 17 saisons. Voilà, je préfère le répéter. 17 saisons, c'est quand même pas énorme. 18 même j'en ai noté 17. Je crois que c'est 18 même, c'est pas très grave. Ouais. Après, voilà, c'est quand même un joueur qui a joué. Il y en a une à un match, c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas compté, Damien. Ah, oui, c'est pas faux. Ah, oui, effectivement, il fait un remplacement, je crois. 17 saisons de titulaire, on va dire.
Mais enfin, c'est quand même, c'est quand même une période qui s'étend entre 1976 et 1994. C'est au global 755 matchs. Voilà. Ouais, c'était énorme. C'est monstrueux, c'est 602 matchs en D1, c'est 60 matchs européens, donc le double de ton choix, par exemple. Et puis en termes il est resté 4 fois plus longtemps, les gars. Voilà. Oui, mais bon, donc c'est un argument. Hein. Tu dis que tu privilégies aussi l'Europe. Voilà. C'est 3 championnats de D1, c'est 3 Coupes de France, des vice-titres, des vice-champions aussi en pagaille. Voilà, je pense, comme je disais, j'ai employé le terme tout à l'heure, je pense que s'il y a un joueur dans lesquels qu'on peut catégoriser dans la case légende, c'est Jean-Luc Ettori. Pour l'AS Monaco, c'est lui et ça ne peut pas être un autre. Voilà, donc à partir de là, c'était un choix logique, même si c'est vrai que j'adore. Difficile quand même. J'adore énormément Fabien Barthez. C'est un des joueurs que j'ai préféré quand j'ai commencé à m'intéresser au football, comme Arthur d'ailleurs, cela dit en passant. Donc oui, c'est un joueur que j'adore et qui était extraordinaire aussi à Monaco, certainement le meilleur en termes de niveau. Mais voilà, il y a tout ce qu'a fait Ettori pour le club, parce qu'il a fait aussi beaucoup après. Hein, donc n'oublions pas qu'il a été entraîneur des gardiens, donc il a aussi entraîné et eu sous son aile Fabien Barthez justement. C'est pour ça qu'il est bien sur le banc. Ouais. Donc voilà, ça a été un des hommes piliers, un des hommes de base du club pendant 3 décennies. Donc tout ça compte énormément. Et voilà, c'est indiscutable. De toute façon, c'est indiscutable. Hein. On serait fou de dire le contraire. Aussi, tu peux quand même rajouter à son crédit ce superbe France-Allemagne en 82 quand même. Il a était chez nous. Oui, c'est bien. Après, voilà, il a quand même sélectionné. Il plonge pas. D'accord, mais oui, non. Non, mais Subasic aussi. C'est une petite vanne. Subasic aussi, il plonge pas. Mais Subasic, on l'a pas dit qu'on le mettait titulaire. Voilà. Mais non, mais effectivement, non, mais après, encore une fois, en termes de niveau, évidemment, qu'on va parler de Fabien Barthez, qui était au-dessus. Mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, voilà, c'est tout à fait. C'est tout ce qu'il y a de plus logique que de mettre Jean-Luc Ettori. Le seul défaut qu'il a, c'est d'être né à Marseille. Voilà. Je vais pas dire le seul défaut qu'il avait, c'était d'être corse, parce que je vais me faire engueuler, mais... Oui, mais tu viens de le dire. Voilà, mais ça va, elle a pas réagi. D'accord. Boris, on fait quoi? Je défends Barthez ou t'en remets une petite couche pour que je sois complètement sous l'eau? Non, vas-y, comme ça, je te terminerai à la fin. Tu me laisses reprendre un petit peu l'air, et puis en fait, bim, pour me remettre une dans la gueule. Alors oui, Ettori, bien sûr, c'est la légende du club, parce qu'il y a 755 rencontres, et que ça sera même jamais égalé. Maintenant, on connaît le foot moderne. Quand un joueur reste plus de 150 matchs, c'est déjà presque un miracle. Donc forcément, sur ça, il y a absolument rien à dire. Maintenant, quand on parle de Barthez, parce qu'évidemment, vous l'avez bien compris, c'est lui que j'ai mis titulaire, on parle quand même malgré tout de 192 rencontres. Donc le joueur n'est pas non plus resté une saison ou deux au club. Il a quand même joué un minimum de matchs. Ensuite, la deuxième chose, en termes de palmarès, Ettori a 3 titres, Barthez en a 2. Donc c'est pas non plus ridicule, sachant qu'il a passé beaucoup moins de temps au club. Il arrive quand même à arracher 2 titres, 2 champions de France. Il n'y a pas de coupe, contrairement à Ettori, donc ça c'est clairement à mettre à son malus par rapport à Ettori. Et la vraie grosse différence, et c'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre Barthez titulaire. On parlait dans les critères du niveau intrinsèque, mais c'est vrai que le niveau intrinsèque, à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a plein d'autres joueurs qui ne sont peut-être restés pas longtemps au club et qui peuvent être titulaires à d'autres endroits. Et comme je l'ai dit, malgré tout, Barthez est resté relativement longtemps au club et a eu 2 titres de champion de France comme titulaire. Mais ce qu'il faut rajouter, Barthez, c'est qu'en étant au club, il a été champion du monde, il a été champion d'Europe, et surtout pendant cette période, donc on va dire de 2-3 saisons, il était considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste, donc le meilleur gardien de but à son poste. Et il avait une certaine concurrence à l'époque. C'était les Toldo, les Peruzzi, les Oliver Kahn, etc., Tafarel, etc. Il y avait d'autres grands gardiens évidemment dans le monde, mais c'était lui le meilleur, c'était lui le taulier, vu qu'il était champion du monde. Christophe Revaux. Merci. Stéphane Porato. Merci Boris. C'est dur. Donc il était considéré comme le meilleur à son poste. Et ça sera peut-être une... On en a parlé. Stéphane Cassard.
on en a parlé un petit peu avant l'émission et on a pensé à un autre avec Boris, mais sinon je pense que c'est le seul joueur de la compo et même le seul joueur en fait passé au club où on peut dire que ce mec a été considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste alors qu'il portait le maillot rouge et blanc. Et ça pour moi ça a quand même une énorme importance malgré tout. Les autres critères n'étant pas si ridicules que ça, c'est pour ça que je l'ai mis titulaire. Et Tori, on est d'accord, il doit être sur la photo, donc il sera sur le banc. Je spoil mon banc, mais vous, de la même manière, on se doute bien que vous allez mettre Barthez sur le vôtre. Mais voilà, après je comprends parfaitement que ça puisse gueuler, que ça puisse faire serrer les dents de pas mettre Tori titulaire. Encore une fois, je le comprends complètement. Mais voilà, cet argument de meilleur joueur à son poste est quand même un argument lourd et le palmarès n'est pas dégueulasse. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc voilà, Boris, je viens de reprendre un petit peu d'air, tu peux me remettre sous l'eau. Voilà, on va pouvoir respecter à nouveau l'histoire du club. Non, mais tout ce que vous avez dit tous les deux est tout à fait juste. C'est pas comme si c'est le cas Barthez et il a un dossier très très important aussi chez nous. Moi, je dirais peut-être deux choses. La première, j'ai préparé un peu le terrain en donnant mes critères au début, mais pour moi, voilà, Tori, ça fait partie de ces monstres-là qui sont indéboulonnables parce qu'il y a la longévité, il y a la fidélité aussi, c'est-à-dire qu'il a joué qu'à Monaco, donc faire une saison de A à Z, c'est presque 20 ans au final, parce qu'il commence en 75, il finit en 94. Oui, non, mais c'est clair. La saison, on devrait à peine le prendre en compte, sa carrière après, mais bon, le fait qu'il ait encore continué presque peut-être 10-15 ans encore de plus, ça a toujours un petit plus. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que j'aurais presque pu avoir un vrai dilemme si Barthez, il n'y avait pas 2-3 petits coups de canif finalement à mettre dans la légende qui sont pas négligeables. Le fait d'abord qu'il y a des saisons qui sont pas forcément complètes, il y a notamment une suspension pour prise de cannabis sur sa première saison. La dernière, qui est moyenne. C'est pour ça que je l'ai mis titulaire. Il y a pas mal de blessures aussi sur la saison 2000. Il rate 10 matchs quand même, mine de rien, sur cette saison-là. Il y a le côté il y a son départ qui est un peu dégueulasse et un peu en mauvais terme, on va dire, en tout cas avec le club, avec Puel. Ouais, mais ça malheureusement, cet argument-là, je pense qu'on va pouvoir le ressortir pour beaucoup. Oui, non, mais en fait, ça finit rarement bien. Et puis pour les entraîneurs, encore plus. Après, oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu. Mais je comprends. Vraiment mettre Barthez et avoir une vraie discussion et avoir une vraie hésitation si Barthez avait été nickel sur tous ces plans-là. Et c'est loin d'être le cas. Et je rajouterais juste son côté un peu sa connivence avec l'Olympique de Marseille, de par sa carrière, et puis même le fameux dernier match au Vélodrome lors de la saison 2000 où ça lui a été beaucoup reproché, notamment par Puel. Voilà, j'imagine qu'on n'est pas sur le niveau d'un Roger Mendy là-dessus, mais voilà, c'est plein de petits coups de canif qui font que j'ai pas vraiment d'hésitation au moment de faire mon choix, j'ai pas vraiment de regret de laisser Barthez sur le côté. C'est vrai que pour aller dans le sens de Boris, il y a deux saisons. Il paraît que c'était aussi un enculé en termes de. Ouais, de relations humaines. Donc il y a deux saisons sur 5 qui sont moyennes, c'est vrai, dont la première avec cette suspension en plus pendant 2 mois. Cette connivence avec Marseille, notamment lors de l'épisode. Et, tandis que tu vois, d'un côté, tu as un mec comme Tori qui se fait. Il a fait 18 saisons au top, lui. Et à mon avis, il doit bien y en avoir 7-8 qui sont très moyennes. Largement. On passe des choses à Tori qu'on passerait pas à Barthez. Parce qu'il y a aussi la classe à un moment donné, c'est que Tori, tu vois, il y a une époque, il se fait jarter du centre d'entraînement parce qu'il va voir son gosse jouer, parce qu'il y a c'est le moment où le club va mal. Ouais, clairement, tu prévois la musique. Et tu vois, le club va pas très bien et Tori se fait virer. Et même il en vient à se faire virer du centre d'entraînement parce qu'il allait voir son gamin jouer. Voilà, il n'y a pas eu non plus de drama entre guillemets, dans le sens où voilà, il n'en a pas rajouté, il s'est pas répandu dans la presse derrière. On l'a fait pour lui dans tous les cas, mais oui. Donc il y a quand même une classe aussi qu'a toujours eu un joueur, un homme même, j'ai envie de dire, que j'apprécie particulièrement, d'autant plus que je sais pas, à chaque fois qu'il s'exprime, il y a toujours beaucoup d'intelligence dans ses propos, donc je le trouve assez remarquable pour ça. Non, mais ça, je comprends, et très, très honnêtement, je pense que peut-être s'il n'y avait pas eu de banc, j'aurais beaucoup plus hésité.
Le fait qu'il y ait un banc, ça me donne une ouverture pour pouvoir le mettre, parce qu'on est évidemment d'accord. Il faut qu'il soit sur la photo globale. C'est incontestable. Comme d'autres joueurs, tu l'as bien dit, Damien, dont on va parler aujourd'hui ou pas, qui pareil, sur soit la longévité, soit certaines statistiques, en font des incontournables de cette équipe. Rien à rajouter, messieurs? Je crois qu'on en a, on en a assez dit. Si, je vais pouvoir rajouter, si, quand même, globalement, les autres choix, à savoir que moi et Arthur donc, avons fait le choix de Barthez, et du coup, vous deux, mais aussi Adrien, Quentin et Patrice, ont placé Jean-Luc Ettori dans les buts. Donc 5 contre 2, ça me choque pas du tout. Au moins, je suis pas tout seul, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on sait si Adrien a mis Yaya Touré dans son équipe type? Non, mais... non, parce que pour l'instant, il m'a pas donné encore la totalité de l'équipe, mais j'attends impatiemment. On l'a C'est les deux rugbyman qui nous ont mis Barthez. Je sais pas s'il faut y voir un signe. C'est exactement ce que j'allais rajouter, Boris. Tout ça C'est parce qu'il est peut-être né, du il est né dans le sud-ouest. sud. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Il est né à Et qu'il avait un Lavelanet. bon jeu de pied, peut-être. Je sais pas. Voilà. Bon, allez, messieurs, on passe aux latéraux. Alors, j'ai envie de dire aux latéraux global. On va pas faire droit-gauche, on va faire toutes les mentions du poste. Alors, Boris, pareil. On en a parlé avant l'émission, il y a plein de joueurs qui sont multipostes, donc si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y aura moins la place d'en parler au poste de défense centrale, par exemple, ou au poste de milieu relayeur. C'est souvent les 3 postes où certains joueurs peuvent être multitâches. Donc justement, Boris, ton premier joueur que tu as envie de citer, déjà, il est peut-être pas multiposte, mais lequel est-ce? Eh ben, allez, je vais te faire un multiposte et je vais même t'en faire 2, comme ça, ça Allez, c'est t'apprendra. parti. Je vais te faire un package de 2 joueurs qui se ressemblent, qui étaient les couteaux suisses, et je vais parler de Radji et JV. Je ne vais pas donner plus de détails que ça, tout le monde les Des connaît. petites stats? Je les ai pas sous les yeux, donc voilà, tu me mets dans la merde. Non, mais JV, c'est ouais, 234 matchs, voilà, Merci, Damien. avec cette saison. Voilà. Et Et Radji, une coupe de la Ligue, du coup c'est pas mal, mais je t'avoue que je l'ai pas en date. Il n'y a qu'une Coupe de la Ligue pour JV en termes de palmarès. Ah oui. ouais, et Radji, il y Et a une de la finale, Ligue évidemment. 2, il y a de la Ligue 1. Et des joueurs des centraux de formation et qui auront joué pas mal aussi centraux à Monaco, qui auront aussi dépanné sur des postes de latéraux à droite et à gauche, qui méritent pas d'être dans le 11 type du tout, mais des joueurs qui, disons, il y a tellement de densité quand on va parler des défenseurs centraux que à la limite c'est mieux qu'on le glisse leur nom maintenant, il y a un peu moins de monde sur les latéraux, donc voilà. Alors moi rapidement je vais partir pour le coup sur un spécialiste et on va beaucoup plus se rapprocher de l'année actuelle, puisque je vais parler rapidement de Benjamin Mendy. Voilà, c'est qu'une saison, mais tout le monde l'avait mis titulaire dans la décennie 2010, que ce soit chez nous ou les auditeurs, et même il était un des joueurs les plus plébiscités. Alors, peut-être aussi un petit peu moins de concurrence, c'est pas faux. Mais voilà, c'est quand même un joueur à citer, parce que même s'il n'y a qu'une saison, encore une fois, c'est une des meilleures saisons de l'histoire du club, avec ce titre, avec des statistiques absolument folles, et ce parcours en Coupe d'Europe, qui, à l'exception de celui de 2004, est le meilleur. Donc, forcément, voilà. Mais pas plus que ça à dire sur lui. Damien, de ton côté? Ouais, je vais te citer également, je vais faire comme Boris, je vais faire un petit bloc avec 2 joueurs qui ont un petit peu été trimballés, que ce soit à droite, à gauche, un peu au centre. Le premier, c'est Vitalis, que l'on a quand même affublé du surnom très classe de Marquis. Donc Vitalis qui a évolué au début des années 70, également ensuite aux années 80. Et donc du coup 278 matchs quand même avec l'AS Monaco. Ouais, mais Donc c'est un Boris, on l'avait mis titulaire dans nos équipes des années 80. Tout à fait. Voilà, effectivement, je pense que j'avais dû le placer aussi, je pense, à mon avis. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Il y a quand même, un beau palmarès aussi, hein, puisque mine de rien, c'est 2 titres de champion de France et une Coupe de France. Voilà, c'est un joueur élégant, pareil, qui n'est pas forcément peut-être dans les tout premiers, mais qui peut quand même être mentionné assez haut, je pense, dans ces équipes-là. Et puis le deuxième, c'est Abdallah Liégeon. Donc là, vous en avez un peu plus parlé. Du coup, c'était principalement dans le top Afrique aussi, en tout cas le plus récemment. Là, Les pareil, années 80 aussi, ouais.
Voilà, il y a 6 saisons au club, donc c'était un bon joueur qui a également évolué comme latéral droit, également aussi comme central. Mais c'est vrai que voilà, on parle plutôt d'un joueur assez offensif, un latéral assez offensif, et puis un joueur assez hargneux quand même sur le plan défensif. Donc pareil. Alors là, il y a un petit palmarès un peu moins important, mais voilà, le titre de 82 et la Coupe de France de 85. Voilà, c'était des belles mentions qu'on pouvait, qu'on pouvait faire à ce moment-là. Boris. Eh ben, je vais te faire un petit package aussi qui sera composé des deux Patrick, Patrick Blondeau et Patrick Valéry, donc des joueurs vraiment... Patrick Evra. Non, oui, ça aurait pu être... On va le garder pour plus tard. J'ai vu venir le truc, mais en fait, non. Deux joueurs très moyens qui, pareil, on les cite assez tôt finalement. On n'a pas vraiment pensé à eux, je pense, hein, pour nos équipes. Non. Mais disons des joueurs qui ont pas mal de longévité. Blondeau, c'est 190 matchs. Valéry, c'est 243 matchs. Donc voilà, c'est beaucoup de saisons. C'est on va dire au tournant fin des années 80 et surtout début des années 90. Donc voilà, des joueurs qui étaient un petit peu en concurrence à certains moments, à d'autres moments où Valéry était plutôt à gauche, mais voilà, pas forcément très marquants. Mais ça va quasiment jusqu'au titre de 97, en tout cas pour Blondeau. Blondeau et Valéry, non, peut-être pas. Non, Valéry, il part en 96 en fait. Il a le titre de 88 par contre, Valéry, mais il a le titre, il joue 2 matchs cette saison-là, donc on va pas le compter. Oui, et puis donc il est de l'épopée de 92 et de la Coupe de France 90. 91. Ouais. Oui. Mais Blondeau aussi d'ailleurs, de 91. Oui, et par contre, Blondeau joue quasiment pas en 92, donc voilà, c'est des saisons sans, des saisons plus ou moins bonnes, mais voilà. Et de mon côté, ça sera une mention pour Patrice Evra, ce coup-ci. Donc de 2002 à 2006 au club, donc ça fait 163 rencontres. Évidemment, il y a la Coupe de la Ligue en 2003 en termes de palmarès et titulaire indiscutable de l'équipe de 2004. Voilà, après, ça pouvait pas être titulaire parce que il fait partie des joueurs du coup qui n'ont pas de titre de champion de France. Et encore une fois, je le répète, mes titulaires ont tous un titre de champion de France. Donc voilà, c'était compliqué pour lui d'accéder à l'équipe. C'est pas impossible que potentiellement il soit un peu plus dans la discussion pour prendre place sur le banc, mais voilà, ça on verra ça dans 3 semaines. Damien ? Oui, une dernière mention, puisque c'est un joueur qui n'a pas été mentionné par quiconque en tant que titulaire, c'est Willy Sagnol. Donc, qui a le titre de champion de France en 2000, un petit trophée des champions en 97. Il n'y a que 3 saisons, hein, c'est ce qu'on avait déjà dit pour l'équipe type de la décennie 2000, de la décennie 90 du coup, même si on avait quand même aussi forcément un petit peu, il y avait eu ce débat par rapport à la décennie 2000 et le fait que le titre soit sur l'an 2000. Mais voilà, c'est ce joueur qui n'a que 3 saisons, entre guillemets, qui n'a pas forcément beaucoup de matchs, hein. Il y a 99 matchs. Mais voilà, c'est en quelques saisons seulement, il a aussi beaucoup marqué le club par son talent, par sa qualité technique aussi. Donc voilà, joueur qui très jeune, qui s'est montré très vite indispensable dans le 11 monégasque et donc qui méritait d'être mentionné aussi ce soir. Je crois, messieurs, qu'on va pouvoir passer au titulaire. On en a 4 différents, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas, Boris, est-ce que tu as envie de commencer par un que tu as en commun ou gardons pour la fin le seul qui est présent partout, je pense, c'est vrai, si ça vous va. Du coup, moi je vais commencer par mon autre. Du coup, comme je le disais au début, moi j'ai voulu mettre des joueurs à leur vrai poste. Et c'est ce que j'ai fait sur les latéraux. C'est un des postes où j'aurais pu hésiter parce que arrière droit c'est peut-être le poste le plus faible de l'histoire du club, là où j'ai eu plus de mal à trouver un gros joueur. Donc je suis parti sur un vrai spécialiste du poste, c'est Luxonor. Ça me semble pas complètement déconnant parce que si je dis pas de bêtises, on l'a mis dans l'équipe type des années 80, je pense tous. Et alors peut-être pas tous. Et je pense qu'il y en a même plusieurs à l'avoir mis sur la décennie 90. Oui, donc voilà, c'est quand même un joueur. T'aimes pas Luxonor d'ailleurs. Ouais. J'ai jamais été très fan. Non, je le mets uniquement sans mention.
Et du coup, il est à cheval sur les 2 décennies parce que il court de 86 à 95. On va dire que ça commence à décliner à partir de 93. Mais voilà, c'est une belle longévité aussi. C'est quand même 315 matchs au sein de l'AS Monaco, donc c'est des saisons très pleines. C'est le titre de 88. C'est vraiment un homme très représentatif des années Wenger. Il va connaître toute la période Wenger. Il va connaître un tout petit peu après de Tigana, mais voilà, il est vraiment associé à Arsène Wenger. Pas un joueur flamboyant, mais qui va quand même gratter quelques sélections en équipe de France durant son passage à l'AS Monaco. Joueur polyvalent, hein, d'ailleurs, parce que moi je l'ai mis arrière droit, mais il a joué aussi un petit peu arrière gauche. Il a gagné aussi la Coupe de France en 91, donc voilà, pour moi, je pense que ça sera le joueur le plus faible de mon 11 entre guillemets, hein, sans lui manquer de respect. C'est un joueur tout à fait honorable, mais voilà, c'est vraiment. Tu me diras, c'est peut-être pas si déconnant avec Ettori finalement. C'est vraiment les joueurs. Oui, de c'est club. peut-être Ettori, hein, le joueur le plus faible de ton 11. Ouais, Ettori, honnêtement. Sonore c'est pas une vanne. Et parce qu'il viendra Puel en fait. C'est sûrement ces 3-là qui seront. Et c'est sûrement les 3 qui auront la plus grosse longévité. Donc tout ça se tient un petit peu, mais voilà, c'est Sonore. Il y a des arguments et puis j'avais pas de concurrence en fait pour un vrai latéral droit. Ok, moi justement de mon côté, autant je n'ai pas réussi à rentrer Jean-Luc Ettori alors que c'est lui qui a le plus de rencontres, mais j'ai pris son dauphin, j'ai pris donc Claude Puel, voilà, que certains peuvent plus facilement placer au milieu de terrain ou en défense centrale aussi un petit peu, mais en tout cas beaucoup au milieu de terrain, je peux le comprendre. Le problème c'est que, comme tu viens de le dire Boris, le poste de latéral droit est peut-être celui avec le moins de concurrence et j'avais envie de le mettre sur la feuille, mais le problème c'est qu'au milieu de terrain c'était impossible et en défense centrale j'en parle même pas vu qu'en plus c'était encore moins son poste, donc ça aurait été encore un peu plus bancal. Donc j'ai décidé de le mettre à ce poste de latéral 3, de latéral droit. Donc voilà, Après, 600 matchs au club. Après, il fait quand même Oui. pas mal de saisons à ce poste-là, hein, quand même. Il fait quand même Oui, non, mais 2 ou il en 3 fait quand saisons, même, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais donc c'est pour ça que c'est pas complètement déconnant. Derrière, il est devenu, en plus, tu parlais tout à l'heure de Ettori qui était devenu entraîneur des gardiens. Avec le Puel, il est carrément devenu l'entraîneur en chef et il nous a quand même amené un joli titre de champion de France en 2000. Oui, vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode Monaco champion de l'an 2000 dédié à Claude Puel. Waouh! J'en profite pour faire de l'autopromo. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison, Boris. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à ce poste. Clairement, hein, il profite un peu d'une concurrence un petit peu plus faible, mais ça m'arrange bien. Voilà, en plus c'est un joueur qui me permet quand même d'englober plusieurs titres, et donc comme je le disais en préambule, toujours cette même idée de récompenser un peu chaque époque du club. Avec un Puel, tu couvres énormément d'époques d'un coup, donc c'est assez pratique aussi pour ça. Mais c'est encore plus pratique avec Ettori. C'est vrai, mais du coup c'est Puel. Et c'est vrai que c'est encore plus pratique avec Ettori. Et toi Damien, donc le choix donc que tu as fait au poste, bon, pas forcément de latéral droit, on y reviendra, mais en tout cas l'autre joueur que tu as mis. Alors l'autre joueur que j'ai mis du coup c'est Emmanuel Petit. Donc je l'ai plutôt mis à gauche. C'est un joueur qui a connu beaucoup de postes différents dans tous les cas, hein. Il a commencé en défense centrale, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué milieu de terrain, et c'est là où il a aussi véritablement explosé, et c'est à partir de là aussi que sa carrière a vraiment pu décoller. Mais voilà, à partir de la saison 93-94, il joue latéral gauche, et pareil, on est quand même sur un joueur qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'AS Monaco. C'est un joueur qui, donc on peut le dire, a joué quand même 292 matchs avec l'AS Monaco. C'est 37 matchs aussi européens, c'est 9 saisons. Alors malgré tout ça, c'est finalement un palmarès assez peu étoffé, mine de rien, puisque c'est une division 1 et un titre de trophée et une Coupe de France, pardon. Donc c'est pas forcément énorme, mais voilà, il y a un talent quand Merci même Bernard incroyable. Tapie. Voilà, et puis surtout Et Roger en plus, Mendy.
Et lui, ouais, son compère de la défense, justement. Mais pour le coup, lui, voilà, il a jamais accepté ça. Et c'est aussi pareil, tout à son honneur. C'est quelqu'un qui a pas sa langue qui a pas fait preuve de langue de bois. Jamais. C'était pas son cas. Et voilà, je pense que c'était un joueur. Il a pas quand fait même, Sciences Po non plus. Hein. Bah. Non, mais bon, Dato non plus. Mais, Non, mais bon, alors, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Après, vous pouvez me dire que j'ai déjà mis Barthez, hein, donc ouais. Oui. il y a une certaine logique. Mais voilà, il y avait quand même beaucoup de qualités, à la fois la longévité, une fidélité, de la performance, des titres, et puis une complémentarité, donc avec beaucoup de postes quand même. Durant son passage monégasque, on le rappelle aussi, un pur produit de la formation quand même monégasque, donc voilà. Les cracks. C'est un joueur quand même qui de toute façon fait partie aussi des indétrônables, quoi. Enfin, peu importe où on le mettra, moi j'ai fait ce choix de le mettre à gauche, mais peu importe où on le mettra, tout le monde le mettra dans tous les cas. En effet, je pense qu'on sera amené à reparler d'Emmanuel Petit la semaine prochaine. Voilà. Après, on verra qui l'a mis en défense centrale, qui l'a mis au milieu de terrain. Non, parce qu'après, on passera à moins que certains l'aient mis sur le banc, c'est pas impossible. Ouais. Écoute. Est-ce qu'Adrien a mis Yaya Touré pour mettre Emmanuel Petit sur le banc ? Je ne sais pas. Tout est possible. Bon, messieurs, on va passer au joueur qui, par contre, ne fait aucun doute. Évidemment, de Manuel Amoros. On en parlait aussi avant l'émission, Boris, qui est un joueur qui semble remplir à peu près toutes les cases, hormis peut-être la case Europe, avec l'équipe de Monaco évidemment. Parce que tu en parlais tout à l'heure, Barthez, meilleur joueur du monde à son poste. Amoros, c'est peut-être l'autre cas qu'on a eu dans l'histoire où c'était le meilleur latéral du monde à un moment donné. Ça peut se défendre en tout cas. En tout cas, c'est défendu par certains qui ont connu et vécu ces époques-là. Il y a de la longévité parce qu'il est là sur toute la décennie 80 en fait. Il fait quasiment les 10 saisons. Il y a du palmarès parce que du coup, il est 2 fois champion de France. Il gagne une Coupe de France. Il y a le parcours avec l'équipe nationale. Hein, on l'a dit. Voilà, il est des grandes compétitions 82, 84, 86 avec des rôles plus ou moins importants, plutôt en retrait en 84, mais voilà, il est quand même du coup avec pas mal de le titre de 84 et des accessites. Voilà, il remplit tous les critères. Il a la polyvalence sur les 2 postes. Moi, j'ai quand même voulu le mettre à gauche parce que c'est là qu'il a beaucoup plus joué à Monaco. Sinon, si ça avait été plus partagé, j'aurais peut-être fait le choix de Damien en fait, de le mettre à droite et de mettre Manu Petit à gauche. J'ai vraiment voulu le laisser à gauche et du coup je trouverai une autre position, c'est certain, pour Manu Petit, mais voilà, Amoros en tout cas doit être dans le 11 et ça pourrait se discuter, mais c'est pas loin d'être le nom le plus incontournable, le premier nom qu'on pourrait cocher sur la feuille de match, quoi. Moi c'est le mien. Il est proche avec un autre, mais je pense que c'est le mien. Après, les autres ont peut-être un peu plus de concurrence aussi, malgré tout, on y reviendra, mais sur les postes offensifs, c'est vrai que là, ça sature un peu plus vite. Après, voilà, sur toutes les années, il a traversé la décennie 80. Il n'y a que 14 matchs européens. Voilà, c'est pas énorme, c'est ce que j'en parlais justement tout à l'heure. Voilà, c'est effectivement à ce niveau-là, il y a un peu moins, mais quand même, voilà, tu vois, malgré ça, on le met quand même dans les seniors, hein, de ce club. 350 matchs, c'est énorme, et beaucoup de buts, hein, en plus, 46 buts en tout. Alors c'est vrai, moi j'explique, je l'ai mis du coup à droite, j'explique ce choix un petit peu. Tout simplement, là c'est vraiment aussi une question de niveau, c'est-à-dire qu'on a quand même des joueurs qui ont été très bons avec Petit et Amoros, et un joueur qui a aussi une grosse longévité, Luxonor, mais qui en termes de niveau pour le coup est vraiment très loin de ces 2 joueurs-là. Donc je voulais pas mettre non plus un joueur trop moyen dans son type, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix un petit peu, on va pas dire bancal, mais voilà, peut-être un peu plus surprenant de mettre Amoros à droite, bien qu'il y ait joué, mais c'est vrai que, comme l'a dit Boris, sa carrière à Monaco, c'est surtout à gauche, et l'association qu'il a formée avec Bruno Bellone sur le flanc gauche, qui a été quand même avant Evra et Roten, et même déjà au-dessus, mais qui a été quand même la première très très grosse association du côté gauche, quoi. Oui, moi je rajouterais évidemment, parce que j'ai fait évidemment ce choix-là et on en avait parlé
déjà pas mal, Boris, lors de la décennie 80. Encore une fois, hein, on vous invite à aller écouter les émissions, étant donné que nous, on en avait déjà pas mal parlé. On va pas faire trop de redites, mais juste, voilà, j'avais parlé de Barthez. Je l'avais mis aussi parce que sous le maillot à diagonale, l'équipe de France était importante. Et il avait 37 sélections il en a quoi, Barthez? 80 à peu près, je dirais. Ça doit être quelque chose du genre. Amoros, lui, a 82 sélections en équipe de France, il en a 61 en étant chez nous. Donc ça, c'est le record. Hein. Et Barthez, avec 37, c'est le deuxième. Donc après, s'il y a aussi un point une négatif jolie statistique. chez Amoros, c'est le fait qu'il soit parti à Marseille juste après. Voilà. Après, il ne souhaitait pas forcément partir à tout prix, mais c'est vrai qu'il y avait une affaire financière à faire pour Campora, pour qui répondait à des besoins forcément. Mais voilà, donc du coup, Amoros est vendu à Marseille, et ça, c'est quand même le petit point négatif. Malheureusement, c'est la vie. Personne n'est parfait. Oui, Ettori y était né, Amoros y est parti. Décidément, tu as une petite fixation sur le M. Il y est né, mais il n'y est pas retourné. Emmanuel Petit, l'OM. Il a peut-être pas eu l'opportunité, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien Petit avec Marseille, c'est bon. Non, je pense pas. Je pense qu'il a pas l'air trop d'apprécier. Non, parce qu'après, sinon, on va faire un 11 de Marseillais, en fait, quoi. Donc ça peut être mal pris. On pourrait. Ça pourrait. Le 11 des traîtres. Roger Mendy, on considère qu'il a un rapport ou pas? Oui, d'une certaine manière. Juste, on va résumer donc vos choix. Donc toi, Damien, tu es parti sur Ettori, Petit, Amoros. Tout à fait. Boris, toi, ça sera Ettori, Amoros, Sonor. Ouais, dans une équipe très wengerienne du coup pour l'instant. C'est pas faux. Et de mon côté, ça sera donc Barthez, Amoros, Puel. Pour Quentin, ça sera Ettori, Amoros, Sonor. Et pour Arthur, ça sera Barthez, Amoros, Emmanuel Petit. Du côté de Patrice, on aura Ettori dans les buts, Amoros et Sonor. Donc le même choix que toi, Boris. Et Adrien a fait le même choix que toi, Damien. Donc à savoir Petit, Amoros et Ettori. Voilà, messieurs. Parfait. Très bien. Effectivement, on est quand même très sur les années 80-90 pour l'instant. Oui. Donc, mais voilà. Je note. Mais je pense qu'on viendra plus tard, pareil, sur des joueurs un peu plus des années 2000. Voilà. Avec, pareil, le périple en Coupe d'Europe. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à aller écouter le 2004, le périple rouge. Hein. Tant qu'à faire. Ça n'a aucun rapport, mais je fais aussi ma promo. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais on n'a pas eu besoin de redescendre très loin non plus, parce qu'en fait, avant, la tactique était plutôt d'avoir des défenses à 3, et du coup, pour le coup, les latéraux, c'était pas trop la peine d'aller chercher dans les années 60. Les années 70, c'était pas très bonne, donc ça nous a un petit peu facilité la tâche. Aujourd'hui, ça sera pas forcément le cas, notamment pour les centraux où il y aura du monde. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, ça sera la prochaine émission donc qu'on vous proposera jeudi prochain à 18h. Là, on pourra de nouveau se recaler sur le jeudi 18h. On va voir. On va peut-être vous proposer également d'autres programmes pendant cette période de confinement qui s'annonce a priori quand même de quelques semaines. Donc on verra. On y travaille. De toute façon, vous, messieurs, je suppose que vous allez aussi publier chacun un épisode de vos séries relatives. Oui. Moi, dès lundi, du coup. Bon, voilà. Et moi, donc, c'est prévu pour le 30 mars. Ok, donc voilà, dès lundi, l'épisode de Boris. Sinon, nous, on se retrouvera donc pour cette équipe type et on parlera donc de la défense centrale et des milieux de terrain relayeurs défensifs. Ça sera donc ce jeudi 18h. D'ici là, et je pense que là, c'est la fois où je peux le dire le mieux. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Restez chez vous. Faites comme Jemerson, restez chez vous. Allez, ça pique les blagues. Et bisous.